Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre absolument fondamental du programme de seconde, celui de l'ouverture atlantique. Alors tout de suite, on va essayer d'oublier l'image un peu cliché des grandes découvertes, on va plutôt plonger ensemble au cœur du XVIe siècle, un moment charnière où le monde, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a commencé à prendre forme. C'est l'histoire d'une connexion. La toute première entre des continents qui jusque-là s'ignoraient. Mais attention, cette première mondialisation, c'est une histoire à double tranchant. C'est une histoire de rencontre, oui, mais aussi une histoire construite sur une violence absolument inouïe. Voilà donc la problématique qui va nous guider tout au long de cette analyse. Comment est-ce que ces voyages en bateau ont pu, en l'espace de quelques décennies à peine, non seulement redessiner la carte du monde, mais aussi jeter les bases d'un système qui est, pour le meilleur et pour le pire, l'ancêtre direct de notre mondialisation actuelle? Pour répondre à cette question, on va procéder par étapes, un peu comme des historiens qui mènent l'enquête. D'abord, on va se demander, mais pourquoi les Européens sont-ils partis? Ensuite, on verra comment cette prétendue découverte s'est très vite transformée en une conquête d'une brutalité extrême. Et enfin, on analysera la formidable machine économique qui s'est mise en place, une machine qui a connecté le monde entier par l'exploitation. Allez, c'est parti pour la première étape de notre enquête, un monde en pleine expansion. Avant de parler des empires, du commerce, de l'or, la question la plus simple et la plus fondamentale, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu pousser, à la fin du XVe siècle, des milliers d'hommes à grimper sur des coquilles de noix pour affronter des océans qui à l'époque étaient synonymes de terreur et de mort? Eh bien la réponse, c'est un cocktail assez fascinant de 3 ingrédients. La technologie, l'appât du gain et une très grande ferveur religieuse. Alors regardons de plus près ces 3 moteurs. Le premier, c'est la technique, c'est la base de tout. Sans des navires plus robustes et plus maniables, comme la Caravelle, et sans des outils pour se repérer en haute mer, comme l'Astrolabe, c'était tout simplement impossible de s'aventurer loin des côtes. La technologie rend donc le voyage possible. Mais ça ne suffit pas, il faut une bonne raison de partir. C'est le deuxième moteur, l'économie. Pensez-y. L'or, bien sûr, le fantasme de richesse immédiate, mais il y a aussi les épices. À l'époque, les épices, c'est un peu notre pétrole aujourd'hui. Ça vaut une fortune. Le problème, c'est que la route commerciale est contrôlée par des intermédiaires, notamment l'Empire ottoman, et les prix explosent. Le but du jeu, c'est donc de les court-circuiter en trouvant une nouvelle route. Et enfin, le troisième moteur, qui est essentiel pour comprendre la mentalité de l'époque, la religion. On est juste à la fin de la Reconquista, la reconquête de l'Espagne sur les musulmans. Il y a donc une véritable mission, un désir de répandre la foi chrétienne à travers le monde. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que ces 3 moteurs ne s'opposent pas du tout. Le conquistador, il part chercher de l'or, bien sûr, mais dans sa tête, il est sincèrement convaincu de le faire aussi pour la gloire de Dieu. Et avec ces nouvelles technologies et ces motivations très puissantes, tout va s'accélérer d'une manière absolument folle. Regardez cette frise chronologique, c'est vertigineux. En à peine 30 ans, la vision que les Européens avaient du monde est complètement pulvérisée. 1492, la date que tout le monde connaît. Colomb, qui cherche l'Asie, tombe sur un continent dont personne ne soupçonnait l'existence. 6 ans plus tard, à peine, 1498, Vasco de Gama réussit l'exploit de contourner toute l'Afrique pour arriver en Inde. Ça y est, la route des épices est ouverte. Et puis, le coup de grâce. Entre 1519 et 1522, l'expédition complètement dingue de Magellan qui boucle le tout premier tour du monde. C'est une triple révolution. Une révolution géographique, économique et bien sûr intellectuelle. En une seule génération, le monde a littéralement changé de taille. Bon, on a vu les motivations, on a vu les voyages. Mais maintenant, il faut qu'on bascule sur la phase beaucoup plus sombre de cette histoire. Parce que cette ouverture au monde, comme on l'a appelée pendant des siècles, a été en réalité une conquête. Et une conquête d'une violence extrême, qui va littéralement rayer de la carte des civilisations entières, en particulier sur le continent américain. La question, c'est comment est-ce que ça a été possible? Pour comprendre la tragédie qui va se jouer, il faut mettre de côté un instant l'image du conquistador avec son armure brillante et son arquebuse. L'arme la plus efficace, la plus dévastatrice de toutes, elle était complètement invisible. C'est ce que les historiens appellent le choc microbien. Il faut imaginer 2 mondes qui ont évolué séparément, en vase clos, pendant plus de 10 000 ans. Les virus, les bactéries n'étaient tout simplement pas les mêmes. Et quand les Européens débarquent, ils amènent avec eux, sans même le savoir, tout un tas de maladies, comme la variole, la rougeole, la grippe. Pour les populations amérindiennes, qui n'ont jamais été en contact avec ces microbes, c'est l'équivalent d'une attaque bactériologique. Leur système immunitaire n'a aucune défense. Et le résultat, il est apocalyptique. Ce chiffre à l'écran, moins 90%, il est presque impossible à se représenter. Ça veut dire que dans certaines régions, 9 habitants sur 10 ont disparu en moins d'1 siècle. Et attention, pas à cause des guerres, principalement à cause de ces maladies venues d'Europe. Une simple grippe se transforme en épidémie foudroyante qui dévaste des villages, des cités, des empires entiers. C'est, très simplement, l'une des plus grandes catastrophes démographiques de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est cette hécatombe qui va rendre la conquête militaire si facile.
Mais bon, moins 90%, ça reste un chiffre, c'est abstrait. Pour toucher du doigt la réalité humaine qui se cache derrière, il faut écouter les sources de l'époque. Là, on a un extrait du Codex de Florence. C'est un document exceptionnel parce qu'il a été écrit par des Aztèques qui ont survécu à la catastrophe. Et écoutez bien les mots, ce fut une grande ruine. Plus personne ne prenait soin les uns des autres. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça ne décrit pas seulement des gens qui meurent, ça décrit l'effondrement total de la société. Quand plus personne n'est en état de s'occuper des malades, des enfants, des anciens, c'est le lien social qui se brise, c'est la civilisation tout entière qui s'écroule de l'intérieur. Voilà la réalité du choc microbien. Alors si on fait le bilan, comment on explique la chute si rapide d'empires aussi puissants que l'empire aztèque ou inca? En fait, c'est la combinaison de 3 facteurs. Alors oui, bien sûr, il y a une supériorité militaire des Européens, avec les chevaux, les armures, les armes à feu, mais il ne faut pas surestimer ce point. Il y a surtout l'intelligence politique de chefs comme Hernán Cortés, qui comprennent très vite que l'empire aztèque a plein d'ennemis et qui vont s'allier avec eux. C'est un facteur absolument clé. Mais le facteur qui surpasse tous les autres, celui qui est vraiment décisif, c'est l'effondrement démographique. Les conquistadors n'ont pas vaincu des empires au sommet de leur puissance. Ils ont en fait donné le coup de grâce à des sociétés qui étaient déjà à nous, dévastées par la maladie. Maintenant que la conquête militaire est achevée, une nouvelle étape commence. Sur les ruines des empires amérindiens, les Européens vont construire un système économique entièrement nouveau, à l'échelle du monde. C'est ce que le grand historien Fernand Braudel a appelé une économie monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un système avec un centre, ici l'Europe, qui organise et qui profite de tous les échanges avec des périphéries dominées, en l'occurrence les Amériques et l'Afrique. Et ce système, comme on va le voir, il est fondé sur une violence économique et humaine systématique. Et le symbole parfait, le moteur de cette nouvelle économie monde, c'est le commerce triangulaire. Il faut voir ça comme une mécanique commerciale d'une efficacité redoutable. C'est un circuit conçu pour que les navires européens ne voyagent jamais à vide, et donc pour maximiser le profit à chaque étape du voyage. C'est ce système qui va connecter durablement l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Mais attention, dans un rapport de domination totale. Allez, décortiquons ensemble cette mécanique infernale. Étape 1, tout part des ports européens. Des navires sont chargés de pacotilles, de tissus, d'alcool et surtout d'armes à feu. Ils mettent le cap sur les côtes africaines. Étape 2, sur place, ces marchandises sont échangées contre des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants, capturés et réduits en esclavage. C'est le début de la traite atlantique. Étape 3, c'est la tristement célèbre traversée du milieu. Les captifs sont entassés dans des conditions abominables et déportés de l'autre côté de l'Atlantique pour y être vendus comme du bétail. Et enfin, le voyage de retour vers l'Europe, où les cales sont cette fois remplies à ras-bord des produits qui valent de l'or, les métaux précieux des mines, et surtout, le produit star de l'époque, le sucre. Le sucre, il faut vraiment comprendre que c'est le nouvel or noir du XVIe et XVIIe siècle. C'est une denrée de luxe que toute l'aristocratie européenne s'arrache. Le problème, c'est que sa culture est incroyablement difficile et épuisante. Et c'est pour ça que les Européens vont mettre au point un nouveau modèle de production, la plantation. Le principe est d'une simplicité brutale. Une exploitation agricole gigantesque spécialisée dans un seul produit, non pas pour nourrir la population locale, mais uniquement pour l'exportation. Et pour que ce système soit rentable, il faut une main-d'œuvre gratuite, corvéable à merci, qu'on peut littéralement exploiter jusqu'à la mort. Cette main-d'œuvre, ce sera les millions d'esclaves déportés d'Afrique. La plantation, c'est une machine à produire du sucre et une machine à broyer des vies humaines. Prenez un instant pour regarder ce graphique. Il est absolument essentiel, parce qu'il tord le cou à une idée reçue très tenace. Spontanément, quand on pense à l'esclavage, on imagine souvent les grandes plantations de coton du sud des États-Unis. Mais regardez bien les chiffres. L'Amérique du Nord, c'est une part infime de la traite. Le cœur du réacteur, la destination de plus de 90% des Africains déportés, c'est le Brésil et les îles des Caraïbes. Et pourquoi? La réponse est en un mot, le sucre. C'est là que se trouvaient les immenses plantations sucrières. Ce graphique nous le montre sans aucune ambiguïté. La traite atlantique a été, avant toute autre chose, une traite sucrière. L'autre carburant de cette économie monde, à côté du sucre, c'est l'argent. Pas l'argent au sens figuré, non, l'argent métal. Des quantités astronomiques d'argent et d'or sont extraites des mines américaines, comme la légendaire mine de Potosi, par le travail forcé des populations amérindiennes. Il faut imaginer cet argent comme le sang qui irrigue un nouveau système circulatoire mondial. Il arrive en masse en Espagne, au port de Séville, mais n'y reste pas. Il est aussitôt utilisé pour acheter des produits manufacturés dans le reste de l'Europe, et surtout, une grande partie part directement en Asie, pour acheter les soieries, les épices, la porcelaine. Pour la première fois, l'argent des Amériques devient une monnaie mondiale qui connecte tous les continents. Petite conséquence inattendue, cet afflux massif de métal précieux va provoquer en Europe la toute première grande crise d'inflation de l'histoire. Bon, on a vu les faits, l'économie, la violence. Mais avant de conclure, on est obligé de faire un petit pas de côté. C'est un point de méthode qui est absolument fondamental pour vous au lycée. L'histoire, ce n'est pas seulement apprendre des faits par cœur. C'est surtout se demander comment est-ce que cette histoire nous est racontée. Le récit de cette période a énormément changé au fil du temps, et comprendre pourquoi, c'est comprendre ce qu'est vraiment le travail d'un historien.
Pendant très très longtemps, dans les manuels scolaires, on a parlé des grandes découvertes. Réfléchissons 2 secondes à cette expression. Découverte, ça sous-entend qu'il n'y avait rien avant, que le continent était vide. Et grande, ça porte un jugement de valeur, c'est forcément positif. Vous voyez, c'est un récit qui adopte un seul et unique point de vue, celui des Européens. On appelle ça un récit européocentré. Aujourd'hui, les historiens préfèrent parler d'histoire connectée ou d'histoire globale. Le but n'est plus de raconter l'histoire depuis un seul point de vue, mais au contraire de comprendre les connexions, les interactions, les chocs entre toutes les civilisations concernées. C'est un changement de perspective qui est essentiel. Et ça nous amène directement à la critique de documents, un réflexe que vous devez absolument acquérir. Un document historique, ce n'est jamais une fenêtre transparente et objective sur le passé. Prenez les récits de voyage de Christophe Colomb, par exemple. Comme le dit très bien cette citation, ils sont écrits par quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose aux sociétés qu'il rencontre. Et surtout, il écrit avec un objectif très précis, convaincre le roi et la reine d'Espagne de financer sa prochaine expédition. Il va donc forcément embellir la réalité, exagérer les richesses. C'est pour ça que, face à n'importe quel document, vous devez toujours vous poser les 3 questions clés. Qui parle, à qui est-ce qu'il parle et dans quel but? C'est ça, faire de l'histoire. Ce n'est pas croire sur parole, c'est interroger les témoignages. Allez, c'est l'heure du bilan. Si on devait retenir 5 points absolument essentiels de ce chapitre, ce seraient les suivants. Premièrement, le XVIe siècle, c'est la naissance de la première économie monde, un système qui connecte les continents. Deuxièmement, cette première mondialisation est née dans la conquête et la violence. Troisièmement, ces 2 grands carburants, c'est l'argent américain et la traite des esclaves africains. Quatrièmement, le facteur le plus décisif de la conquête, c'est le choc microbien, qui a provoqué une catastrophe démographique sans précédent. Et enfin, cinquièmement, l'histoire n'est pas un récit figé et il faut toujours porter un regard critique sur la manière dont elle est racontée. On a donc notre réponse à la question de départ. Oui, les navigations océaniques ont créé un monde nouveau, mais un monde fondé dès le départ sur des rapports de domination. Et je voudrais vous laisser avec cette question, une question d'ouverture. Regardez notre monde aujourd'hui. Les inégalités nord-sud, les débats sur la mémoire de l'esclavage, les flux migratoires, les relations économiques mondiales. En quoi est-ce que l'histoire qu'on vient d'étudier peut nous donner des clés pour comprendre les lignes de fracture de notre propre monde au XXIe siècle? Autrement dit, le passé est-il vraiment passé? C'est une excellente question pour démarrer une composition ou tout simplement pour y réfléchir. Merci beaucoup de l'attention et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.